Bonjour et bienvenue à Rature et Lit. Aujourd'hui, on s'intéresse au pouvoir de l'art. En fait, on s'intéresse au choc que certaines œuvres, certains artistes ou encore la poésie peuvent avoir dans nos vies. Et on en discute avec nos invités Martine Delvaux, Simon Roy et Véronique Côté. Martine Delvaux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes romancière, essayiste, professeure au département d'études littéraires de l'UQAM, spécialisée en études féministes, en littérature féministe. Oui. Et vous avez fait paraître plusieurs romans. Le dernier, entre autres, Les Cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage, publié en 2011 chez Héliotrope. Un essai en 2013, Les filles en série des Barbie au Pussy Riot, chez Remue Ménage. Et là, on vous a invité pour Nile Goldin, Guerrière et Gorgone. Oui. Gorgone. Oui, Gorgone. C'est un peu difficile à prononcer. Publié chez Héliotrope, donc en avril 2014. Oui. Simon Roy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes professeur de littérature au Collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Et vous faites paraître donc cet essai, Ma vie rouge Kubrick chez Boréal, en septembre 2014, qui est votre premier ouvrage. Et là, on est donc dans un essai très personnel qui ressemble un peu à un roman noir, là, avec même du suspense, et qui rend en fait hommage au grand réalisateur Stanley Kubrick et à son film The Shining. Et vous faites en fait des parallèles avec ce chef-d'œuvre et votre vie personnelle, et plus précisément ces zones d'ombre, dont le suicide de votre mère qui est survenu pendant la rédaction du livre. Alors, votre essai se promène entre l'analyse filmique, en fait, et le récit très personnel, et témoigne des puissants échos que l'art peut avoir, justement, en nous. Je rappelle rapidement The Shining, ce que c'est. Ouais. Le film, c'est sorti en 1980, inspiré du roman de Stephen King. Il raconte l'histoire d'un couple et d'un petit garçon qui est doté d'un certain pouvoir, The Shining. Donc, le couple et l'enfant sont exilés à l'hôtel Overlook, désertés pendant l'hiver. Le père veut écrire, donc il s'installe là. Et là, on découvre que le père a des visées pour tuer la famille. Là, il y a énormément de niveaux de sens au film. Je ne vais pas tous les résumer là, mais en gros, c'est ça l'histoire. Vous me donnez le goût de revoir le film. Encore? Vous l'avez vu un nombre incalculable de fois. Dans le livre, je parle de 42 fois, mais c'est juste pour faire un clin d'œil au chiffre 42 qui est récurrent dans l'œuvre de Kubrick, mais c'est pas mal plus que ça, parce que je l'enseigne régulièrement. Oui, c'est ça. En plus, c'est encore plus de... comment l'idée vous est venue d'écrire sur ce film-là? Je dois beaucoup à la grève de 2012, au Printemps érable. C'est qu'on était, nous, les profs, en attente. Chaque semaine, on se demandait si on allait retourner la semaine suivante, et ce n'était jamais le cas. Puis au retour... Donc, j'ai pas commencé à écrire pendant ce temps-là, mais j'avais vu le film un nombre incalculable de fois, puis à ce moment-là, ça me trottait dans la tête. J'avais le goût de consigner par écrit ce que je sais du film, des pistes d'analyse, des observations. Puis au retour de la grève, on a dû reprendre assez rapidement le temps perdu, une session compressée. Puis il y avait beaucoup de rédactions à faire en classe, des rédactions, des analyses, des dissertations. Au cégep, on fait beaucoup ça. Et je lis le plus souvent quand je fais l'épouvantail devant une salle de classe, je lis. Mais à un moment donné, je commençais à me lasser. Alors j'ai commencé à consigner par écrit Toutes ces notes-là, oui. Puis ça a fini par prendre une forme. Je me suis amusé à donner une forme esthétique à l'ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Puis bon, la forme, pas la forme, mais le nombre de pages augmentant, je me suis mis à penser que j'avais peut-être quelque chose comme un article consistant, voire une petite monographie. Ça a été le point de départ. Maintenant que ma mère est morte, j'ai à mon tour l'esprit assombri par la splendeur d'éclipse totale de ce nouveau Dr. Jekyll. Je cherche tant bien que mal un rayon lumineux qui pourrait donner de nouveau un sens à ma vie. Le geste crapuleux de l'aïeul Jacques Forêt aura fait parler notre famille le même langage que les nations et l'histoire, celui de la violence rouge Kubrick. Et vous considérez The Shining, vous le dites, comme une œuvre phare qui guide vos pas dans le labyrinthe ténébreux de votre généalogie macabre. Comment est-ce que le livre résonne en vous? Je sais qu'en écrivant le livre, donc il y a eu des événements, tout ça, mais vous faites entre autres état de votre histoire familiale. Ah oui, puis ça...
j'en ai pris conscience il n'y a pas tellement longtemps des résonances ou de l'écho. C'est que, bon, le film, je l'ai vu la première fois, j'avais 10 ou 11 ans, ça m'avait terrorisé, c'est le premier chapitre. Mais par la suite, j'étais peut-être dans la vingtaine, la deuxième fois où j'ai vu. Et quand j'étais adolescent, ma mère a fait déjà une première tentative de suicide. J'avais 16 ans. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai joué le rôle de père par rapport à ma mère. C'était elle, la fragile, la vulnérable, puis je devais comme vieillir avant l'âge. Puis je me suis rendu compte récemment, en revoyant le film depuis l'apparition du livre, cet automne même, que quand, bon, je vais brûler un punch ou un dénouement du film, le petit garçon court dans un labyrinthe et est pourchassé par son père Oui. et il finit par le semer. Principe du fil d'Ariane, il retourne sur ses pas et il sort du labyrinthe. Et quand il sort du labyrinthe, sa mère est là, elle crie son nom, elle crie Danny, elle lâche son couteau, ça semble correct, ils vont s'en sauver. Puis j'ai l'impression que je retrouve, puis ça devait être inconscient. Pendant toutes les fois où j'ai vu le Shining, je devais ne pas le remarquer, mais je pense que le petit garçon qui sauve sa mère, je me voyais en lui, curieusement. Puis c'est drôle que ce bout-là, j'ai un moton dans la gorge quand je revois le film. J'ai vu peut-être 4-5 fois depuis septembre dernier. Puis, ouais, complètement. Clairement. Ouais. Mais ça fait aussi écho à votre famille. Il y a eu un crime. Vous parlez du docteur Forrest qui était votre grand-père, donc qui a tué. Oui, mais il y a une part de roman dans ça. Les deux tragédies sont authentiques. La seule chose, c'est qu'elles ne sont pas arrivées à la filiation naturelle. C'est du côté de mon père. Il y a quelqu'un, un membre de notre famille, c'est pas Forest. Oui, c'est Forest, son nom de famille, mais c'est pas le même prénom. Oui, il a tué sa femme avec un marteau. Une femme qu'il adorait, au demeurant. Une bulle est passée au cerveau. Personne ne se l'explique du fait qu'il s'est suicidé tout de suite après. Donc, il n'y avait aucune explication sur ce geste. Puis j'ai fait un peu ce lien entre ces deux tragédies-là. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à vouloir en finir ou à faire le mal de la façon que Forel l'a fait. Oui. Et vous écrivez, à un moment donné dans l'essai, « Et si Stanley Kubrick voulait nous dire que nous ne sommes jusque dans la boucherie et la cruauté que des variations sur un même thème, et si son Shining contribuait à démontrer que l'on commet toujours les mêmes erreurs, il n'y a pas d'issue, nous sommes condamnés à reproduire les pires calamités de génération en génération, de siècle en siècle. » Est-ce que vous croyez qu'on est condamné à porter l'héritage violent, meurtrier de notre famille, de notre société? J'aime la question. Je pense que oui. Kubrick lui-même s'est inspiré. Kubrick inspire des gens, pas juste moi, mais d'autres plus importants que moi. Mais lui-même est inspiré par notamment les contes de fées. Puis qu'est-ce que nous disent les contes de fées? C'est qu'il y a des drames, il faut trouver une façon de passer à travers, de résoudre ce drame-là. Pensons à Hansel et Gretel, à Blanche-Neige. Il y a beaucoup de questions de ces contes-là dans le Shining, le petit chaperon rouge. Oui. Et dans tous les cas, il y a un drame horrible, il y a des meurtres dans ces contes-là ou des tentatives de cannibalisme dans Hansel et Gretel. Et c'est à l'enfant à évoluer. Ça fait très analyse de Bruno Bettelheim, mais c'est de passer d'un stade initial à travers la formation pour devenir autonome et indépendant, donc de sortir des drames. Donc je pense que oui, pour répondre clairement à la question, on est condamné à répéter les mêmes drames. Les tragédies humaines, c'est de tout temps et ce sera tout le temps, malheureusement. On va revenir tout à l'heure justement au mythe, parce que Martine Delvaux aussi, dans votre roman, mais il est question de mythologie, tout ça. Donc, Nan Goldin, Guerrière et Gorgone, c'est un essai sous forme d'hommage à cette photographe américaine, Nan Goldin. Vous mêlez aussi des éléments de votre propre vie avec celle de la photographe. Vous décortiquez son travail artistique, mais vous entrez aussi dans son intimité et vous évoquez notamment le suicide de sa sœur aussi, Barbara Goldin, qui a grandement influencé son œuvre. D'abord, peut-être juste nous dire qui est Nan Goldin. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent peut-être pas. En fait, c'est quelqu'un qu'on connaît sans la reconnaître. Je dirais, c'est une photographe qui est toujours vivante, qui a à peu près 60 ans aujourd'hui et qui a eu une influence considérable sur l'imagerie, si on peut dire, contemporaine. Elle a commencé à faire des photos quand elle avait environ 14 ans, donc 2 ans après la mort de sa sœur, qui s'est suicidée en se jetant devant un train. Donc, sa sœur aînée qu'elle adorait et qui la maternait, elle, beaucoup, que les parents ont fait enfermer parce qu'elle menait une vie qui ne correspondait pas aux attentes que les parents avaient, des parents la famille habitait en banlieue de Washington, le père était prof d'université, la mère était mère au foyer. Et cette sœur aînée sortait avec des garçons qui avaient la peau noire, chose qui était inacceptable à l'époque. Les parents étaient morts de peur, elle allait tomber enceinte.
Et pour un peu la calmer, en fait, mais pensant ou sous prétexte, il disait qu'elle était malade, qu'elle souffrait de maladie mentale, ils l'ont fait enfermer. Et les psychiatres, eux, en réaction, ont dit non, le problème, c'est pas la fille, c'est la mère. C'est la mère. Ouais. La mère qui envoyait des lames de rasoir à sa fille à l'intérieur de l'institution. Donc, c'est quand même très problématique. Tout ça pour dire que le jour où elle a été mise en permission, si on veut, elle s'est organisée pour... elle connaissait l'heure du train, elle s'est mise devant le train, elle est morte. Et Nan Goldin s'est mise à photographier en réponse à la réaction des parents. C'est-à-dire que quand les policiers sont venus à la maison pour annoncer que la sœur aînée avait été trouvée morte, Nan Goldin a entendu sa mère dire « Dites aux enfants que c'était un accident ». Et cette question du révisionnisme familial l'a hanté toute sa vie. En fait, après la mort de sa sœur, elle est devenue muette. Elle a littéralement cessé de parler. Arrêté de parler. Elle a arrêté de parler. Elle a eu très peur qu'on lui fasse la même chose que ce qu'on avait fait à Barbara, à sa sœur aînée, donc qu'on l'interne. Et elle a quitté la maison, elle s'est mise à vivre à Boston dans une commune. Et dans cette commune, il y a une hippie school où elle s'est inscrite. Je ne sais pas si on s'inscrit à une hippie school, mais en tout cas, elle suivait ce corpus-là. Et elle s'est mise à faire des instantanés. Et donc, sa pratique des instantanés, elle est proche d'autres pratiques comme celle de Robert Frank, ou bon, on peut l'associer à d'autres personnes, ou même à Diane Arbus, qui, elle, faisait de la photo qui n'était pas de l'instantané, mais qui photographiait des marginaux, des freaks. Qui est très connue. C'est ça. Mais Goldin a toujours fait de l'instantané, lumière naturelle, pas de Photoshop, vraiment brut. Et elle a toujours photographié ce dans quoi elle était engagée. Oui. Donc, elle est avec ceux qu'elle photographie, elle ne les documente pas. En fait, elle photographie sa famille. Donc, elle se refait une famille par l'entremise de l'instantané. Et elle est, on voit, donc pour revenir à votre question, on voit l'influence de Goldin dans le cinéma contemporain, chez Xavier Dolan, dans la télésérie Girls, dans la publicité. Maintenant, elle fait des photos d'auteur. C'est elle qui a fait la jaquette de Christine Angot, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Donc, elle a eu une influence considérable sur l'imagerie même si on ne connaît pas toujours son nom. Les images n'ont pas le pouvoir de retenir ceux qui disparaissent, mais elles ont le pouvoir de rappeler leur disparition. Les photos de Goldin disent que la mort elle-même ne finit pas, que l'amour est plus fort que tout. Et moi, devant les pages que je remplis des histoires dont je fabrique ma vie, ces livres où je consigne des fragments comme autant de petites loupes posées contre le réel, instantanées, échographie ou autopsie, trajet que je fais à rebours dans mes histoires d'amour, je baisse le front. Je me dis que Goldin doit avoir raison. Mais vous dites donc, comme Nan Goldin, être un peu de la même génération, donc la génération X, génération SIDA, connue Tchernobyl, issue de la banlieue nord-américaine aussi. Vous aimez son américanité anti-américaine, vous dites. Mais votre filiation aussi est beaucoup plus profonde. Vous écrivez « Je prends ces images à l'intérieur de moi, injection de réalité, des images SIDA, des visages qui s'attachent à mon ADN et mutent à l'intérieur de moi. S'accroche à mon identité, je suis transfigurée. » Alors, j'aimerais que vous parliez peut-être de cette image de la transfiguration. Comment est-ce qu'on peut être transfiguré par une autre artiste? Bien, c'est curieux parce qu'en fait, il n'y a rien qui me relie à Goldin. Je n'ai pas du tout mené une vie comme la sienne. Elle a eu une vie vraiment dans les marges littérales, si on veut, toxicomane, à vivre vraiment en communauté, en collectivité, à New York, à mener une vie d'artiste, à proprement parler. Moi, j'ai eu une vie très rangée, donc ça n'a rien à voir. Mais elle a un rapport au réel qui est analogue à celui que j'ai. C'est-à-dire que quand je regarde ses photos, je vois ce qu'elle fait, je comprends que ce qu'elle veut présenter, c'est une tranche de la réalité. Alors bien sûr, il y a un objectif, il y a un montage, il y a un cadrage, il y a un choix, mais il y a ce désir chez elle d'attraper le réel. Et elle est très ulcérée par l'attitude actuelle qui grosso modo, dit qu'il n'y a plus de réel. On n'y croit pas, de toute façon, on est dans la représentation. Et elle a dit, mais moi, j'y crois. Il y en a. Il y en a une. Et c'est dans ce rapport-là à l'image que ça m'a touchée. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas, mais en même temps, je me reconnais dans ces visages-là qui sont ceux, enfin les siens, parce qu'elle elle fait des autoportraits énormément. Et il y a une filiation, en tout cas, il y a une familiarité entre son regard et celui que moi, j'essaie de porter sur le monde. Vous avez aussi une sorte d'écriture de la disparition. Vous parlez d'un père absent, l'œuvre de silence qu'elle a eue qui fait écho en vous. Mais j'aimerais ça, peut-être, on a très peu de temps pour juste à vous deux poser la question, là, revenir sur cette idée de la mythologie, des contes traditionnels. Vous aussi, vous évoquez donc toutes ces figures, la Gorgone, la Méduse de la mythologie. Est-ce que c'est justement, vous pensez, pour ça que certains récits, certaines œuvres résonnent en nous, parce qu'il y a plusieurs niveaux de sens, quand ça fait appel à justement ces personnages mythiques, que ce soit des contes pour enfants, que ce soit...
Oui, un contenu collectif, si on Oui. veut. Oui. Des archétypes, en fait, que Oui, c'est peut-être c'est pour ça qu'il y a dans plus grande adhésion. Oui, ça se peut. En tout cas, pour moi, dans la représentation des femmes, parce que ce qui m'intéressait chez Golden, c'était en particulier la représentation des femmes, parce que c'est le visage de ces femmes-là qui m'intéressait. Il y a la gorgone, bien sûr, pour tout ce que ça convoque, de sidération, là, de miroir qui nous est renvoyé et qui peut nous transformer en pierre, si on veut. Mais aussi toutes les saintes. Moi, j'ai grandi dans un univers catholique, à une école dans un petit village perdu. Et je me souviens très bien du récit qu'on m'a raconté de Blandine dans l'arène, devant les lions, et qui les faisait, les lions qui figeaient autour d'elle. Et il y a tout ça chez Golden, il y a toute cette imagerie religieuse et cette convocation des saintes comme ces figures de rebelles, en fait. On nous apprenait pas beaucoup quand j'étais enfant que les saintes étaient des rebelles, mais en relisant tout ça, vous faites ressortir cet aspect-là. Oui, c'est toujours la même histoire, hein, c'est toujours le même récit, et c'est toujours des femmes qui s'opposent à leur père, en fait. Donc, c'est ça qui m'a intéressée. C'est ça qui, Tantôt, quand vous parliez de l'anecdote de la mère qui empêchait sa fille de fréquenter des Noirs, par exemple, je pense énormément à une castration symbolique qui me fait penser à Blanche-Neige, la fameuse belle-mère, c'est elle qui a le problème. Blanche-Neige, c'est une petite fille qui ne veut rien de mal à personne, et elle va l'étouffer. C'est dans le conte de Grimm, pas dans la version de Disney, mais dans le conte de Grimm, elle lui offre des objets sous le couvert de la sorcière. Qui sont toutes liées à la vanité, mais ça renvoie sa propre vanité à elle, le peigne, le corset, finalement la pomme. Oui, et la gorgone et la mère, la reine devant le miroir dans Blanche-Neige, c'est le même. C'est des images qui reviennent, c'est ça, des histoires qui nous... On va poursuivre la discussion avec Véronique Côté qui se joint à nous. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages qui témoignent vraiment des parcours des écrivains, mais aussi de leur transformation en auteur. Dans son nouveau livre, Nancy Houston, elle nous parle en fait de son propre choc de l'art, mais surtout de comment elle est passée d'une jeune fille qui a grandi dans les prairies, dans l'Ouest canadien, à une romancière à Paris, à une essayiste bilingue reconnue partout dans le monde. Donc, comme elle fait rien comme personne, elle s'adresse au fœtus qu'elle était et elle lui raconte son histoire. Elle lui parle de son parcours, mais aussi des écrivains qui l'ont influencée. Donc, c'est un ouvrage essentiel lorsqu'on aime Nancy Houston. Bonjour Véronique Côté, bienvenue à l'émission. Vous êtes comédienne, auteure et metteur en scène. Votre premier texte de théâtre, Tout ce qui tombe, a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général en 2013. Vous avez aussi écrit Chaque automne, j'ai envie de mourir, publié chez Hamac avec Steve Gagnon. Là, bientôt, vous mettez en scène le projet Attentat au 4 sous du 2 au 17 décembre. Vous avez aussi participé à l'écriture, vous jouez dans la pièce. Mais on vous invite pour un essai que vous venez de publier qui s'appelle « La vie habitable, poésie en tant que combustible et désobéissance nécessaire ». C'est paru chez Documents, le nouveau projet, la collection Documents. Et c'est en fait un plaidoyer pour la poésie, ou revendiquer en fait l'importance de la beauté, mais aussi l'importance donc de la poésie, de l'imaginaire en chaque chose. Vous parlez de votre découverte de la poésie, de son influence sur votre vie, votre travail, votre vision des choses. Vous faites aussi interagir des penseurs. Vous dites que vous comptez les lucioles avec eux. Et c'est donc par exemple avec Serge Bouchard, Hugo Latulippe, Catherine Dorion. Et vous défendez aussi la poésie comme une arme pour sortir du marasme économique, social, politique dans lequel on baigne. En fait, c'est le bois d'allumage pour rendre la vie plus habitable, comme vous dites. Dites-moi comment vous voyez ça, que la poésie pourrait changer nos vies. Comment est-ce qu'elle a influencé la vôtre, déjà? En fait, le livre est né d'un sentiment d'inadéquation entre la façon dont je me sentais, moi, être au monde, être dans le monde, et puis la façon avec laquelle je voyais qu'on gérait nos affaires ensemble. Là, le besoin dont je parle dans le livre, c'est un besoin collectif, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'associe complètement à la société et non pas, c'est pas une série de besoins individuels, en fait. Mais je sentais que moi, la façon dont je percevais le monde, les choses, le politique, était absolument complètement en rupture avec ce que j'entendais dans les médias, avec la façon dont on communique, avec les discours officiels, les idées mainstream qui nous sont martelées. Tout ça, je me sentais complètement à côté. Je me sentais comme décalée. Quelque chose de pas humain aussi. J'ai l'impression que dans la poésie, il y a une espèce de reconnexion à l'humain. À l'humain, il y a une espèce
je pense qu'il y a aussi une possibilité de reconnaissance, en fait, dans le sens de se reconnaître, de reconnaître la personne, de reconnaître qu'on vit ensemble, qu'on est des humains, qu'on fait cette aventure-là de la vie humaine sur la Terre, qu'on fait ça ensemble. Puis que là, on était très coupés, beaucoup dans beaucoup d'individualisme, dans beaucoup de finalement de perte de sens aussi. Et puis donc, j'ai eu envie de réfléchir autour de cette idée-là qui est une idée que je déplie parce que c'est une idée qui est assez fragile, qui est assez volatile aussi, c'est pas une idée qui se résume très bien en 4-5 phrases, là. Ce qui fait que j'avais envie de prendre ce temps-là de l'écriture, puis pour les gens qui le reçoivent, le temps de la lecture aussi, pour comme avoir le temps de plonger là-dedans, mais pour se demander, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre façon de vivre ensemble, plus doucement? Oui, mais il y a cette belle phrase que vous écrivez, l'absence totale de poésie dans le paysage politique actuel me semble révélatrice de tout ce qui fait défaut à notre conception contemporaine de l'exercice démocratique. Puis en effet, il y a dans la description de la poésie que vous faites, parce que vous ne parlez pas du genre poétique, bien que vous aimiez la poésie, mais vraiment de la poésie comme une espèce de regard au monde, une façon aussi de faire renaître le désir. Il y a vraiment comme une renaissance, une espèce de regard neuf sur les choses. Une espèce de façon d'accueillir l'accidentel. Pour moi, la poésie, ça naît du choc de sens. Ça naît du choc d'image aussi. Puis c'est comme si ça fait de nous des créateurs de sens. C'est Serge Bouchard qui dit ça. Nous sommes des créateurs de monde. Puis la poésie, c'est ça que ça fait. Ça nous fait sentir ça. C'est-à-dire que c'est comme si on devient l'origine de ce qu'on voit. On voit quelque chose, on n'en est pas l'origine, mais étant donné que c'est nous qui lui insufflons du sens, c'est comme si ça fait que c'est nous qui devenons l'origine. Puis ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de pouvoir. Oui, mais c'est un peu la même chose quand on parle du choc de certaines œuvres, de certains artistes. C'est ça que ça provoque aussi, en quelque sorte, une espèce de connaissance de soi-même à travers c'est de prendre un objet ou une œuvre puis de la passer à travers le prisme de notre propre regard, c'est ça, à transformer. C'est comme ça. On dit souvent que c'est idéaliste de penser que l'art peut changer le monde. Vous défendez vraiment l'idée que la poésie peut changer le monde. Vraiment, vous pensez même, vous dites que l'indignation du peuple contre l'exploitation du pétrole au Canada, c'est la poésie en nous qui se lève et qui refuse. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ça? Bien, moi, je pense, je l'identifie vraiment à la même. Pour moi, la poésie, il y a Catherine Dorion dans le livre qui dit la poésie, c'est la chose en nous qui réagit encore par elle-même. C'est-à-dire que c'est une espèce d'endroit. C'est sûr qu'on est bombardé d'idées, d'images qui ne sont pas les nôtres, puis effectivement, on peut faire de très belles choses avec tout ça, mais il y a un endroit en nous qui est comme inaliénable, qui est comme irréductible. Et puis ça, pour moi, je sens que ça reste debout chez chacun, partout, pur et inattaqué, malgré tous les plans de communication de toutes les pétrolières de ce monde. Même si on réussit à nous faire croire toutes sortes de choses, je sens qu'en nous, il y a quelque chose qui fait c'est pas correct, il y a quelque chose de pas correct là. Puis par rapport aux pétrolières en ce moment, moi, ce que je sens, c'est que l'attaque au territoire est une attaque directe à notre droit politique à la poésie et à la beauté, c'est-à-dire qu'on a le droit de vivre dans un pays où on choisit d'honorer les paysages, puis la grandeur, puis le territoire, puis de l'habiter de façon fière, responsable et souveraine. Est-ce que vous pensez que la poésie a déjà eu plus de place dans nos sociétés? Vous parlez entre autres de Gérald Godin qui faisait sa campagne électorale et qui laissait des poèmes dans les boîtes aux lettres des gens qui n'étaient pas là. On est quand même loin de nos politiciens actuels. Il faisait sa campagne à vélo, puis il laissait des poèmes quand il ne pouvait pas rencontrer ses électeurs. Bon, c'était un poète. Oui, Gérald Godin était notre poète. J'ai du mal à voir avec des visages. Il n'y en a aucun. Oui, on est loin de ça. Ceci dit, je pense que si quelqu'un était capable de le faire, si quelqu'un décidait de ramener un discours qui est de la poésie dans le paysage en ce moment, il aurait beaucoup d'écho, en fait. Je pense qu'il y aurait beaucoup de place parce que je sens, moi, le livre il vient juste de sortir. Ce que les gens me disent, c'est vraiment
qu'ils avaient aussi ce sentiment-là, puis que c'était comme quelque chose qui était en eux, mais un peu qui n'était pas nommé. Puis c'est beaucoup ça que les gens me disent, c'est merci parce que je sens ça moi aussi. Ah ben, oui. Je pense que oui, en effet, il y a comme un besoin. Puis particulièrement en ce moment, oui. Oui, particulièrement. Un vide politique. Mais Ça fait penser à la fille du politique. Myland. Oui. Patty Van Roost qui laisse des messages dans les rues, qui fait des espèces de graffiti, mais poétiques, justement. Oui. Mais le succès, vous avez raison, le succès, il est vraiment grand. C'est-à-dire qu'il y a un appel, il y a un besoin de ça. Il y a un besoin qui est là. Ouais. Oui. Mais sinon, pour revenir, oui. Mais ces choses-là existent, c'est juste qu'elles ne Ben prennent oui. pas le canal politique traditionnel, c'est plus dans Ben non, c'est ça. les actions communautaires. Oui. Oui. C'est comme du militantisme politique. Oui. Oui. L'ATSA, l'action terroriste socialement Ouais. acceptable, Ah, c'est oui. des trucs comme ça qu'ils font, mais évidemment, ils ne vont jamais entrer dans Ben le non, canal c'est pas officiel. possible, Lire m'a sauvée, plusieurs fois, quand ma propre vie soudain me semblait illisible. Au récit incohérent de mon existence, je superposais d'autres histoires, d'autres narrations, d'autres amours, et ces dernières éclairaient les miennes ou me les faisaient juste oublier, le temps béni d'une plongée dans un autre esprit que le mien, dans une autre vie que la mienne. Mais c'est intéressant, cette idée qu'avec l'art ou la poésie, il y a un rapprochement entre deux humains, deux humanités qui se fait presque naturellement. Puis peut-être qu'il y aurait un modèle justement à suivre pour justement une meilleure solidarité ou un meilleur réseau social et politique qui se ferait par des mécanismes qui rejoignent ceux qu'on peut vivre en art ou en poésie. Moi, je pense que l'art, c'est un de ces canaux-là, puis qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a l'art, puis évidemment, c'est un des plus clairs, puis un des plus lumineux. Mais il y en a toutes sortes de moyens, puis je pense que les gens ont soif de parler aux nous aussi, puis de se rassembler. On est vraiment dans beaucoup d'individualité, puis j'ai l'impression que ça c'est une des choses contre lesquelles on se bat en ce moment, tout le monde. Gabrielle Nadeau-Dubois a fait un appel à tous dimanche soir dernier. La réponse a été Immense, oui. très, très inespérée, en fait. Mais je pense que c'est parce qu'il a offert un canal, puis les gens se sont précipités dedans parce qu'enfin, c'est qu'on cultive beaucoup notre sentiment d'impuissance. On le cultive énormément. Puis, ben, dès qu'il y en a un qui dit soyons dès qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est ça, dès qu'il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas vrai, on n'est pas impuissant, ça nous fait un bien fou, on devient, ça nous électrise. Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut cultiver ensemble, puis il faut embarquer effectivement quand quelqu'un fait moi je mets tout mon argent, qui met de l'argent, il faut le faire. C'est juste qui va à l'encontre de l'austérité, puisqu'en ce moment, on ne peut plus rien faire, serrez-vous la ceinture, on va couper partout. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens et c'est un discours négatif. Oui, c'est une façon de On n'a pas les résister à ça. moyens, c'est une locution qui dit vraiment quelque chose de fort. On n'a pas les moyens, ça veut dire nous n'en avons pas les moyens. Mais là, il y a toute une réflexion sur la langue aussi, comment justement la poésie, c'est se réapproprier la force des mots qui nous sont servis politiquement comme nous n'avons pas les moyens. Ça nous dit quoi en tant qu'être humain? Comme si on avait perdu le contrôle, le pouvoir de nous-mêmes. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire. Exact. On vous prend vos moyens aussi. Oui. Donc, la poésie aussi, c'est aussi de reprendre possession. Mais là, peut-être, je vous poserai la question à vous tous, grande question, mais est-ce que l'art peut changer notre vie? Est-ce qu'elle a un pouvoir de transformation sur nous? Est-ce que vous avez, Simon Roy, est-ce que vous avez... Complètement. Bon, moi, j'ai un cas particulier, c'est une tragédie familiale, personnelle. J'avais le choix de construire un monument de larmes puis de me vautrer là-dedans ou de regarder, d'esthétiser la souffrance d'une certaine façon. Je ne veux pas avoir l'air du gars qui se gratte la plaie, mais c'est d'esthétiser la souffrance pour pouvoir regarder l'horreur dans les yeux, finalement. Mais Marguerite Duras a écrit, à un moment donné, écrire, c'est hurler sans bruit. J'adore cette phrase-là. C'est exactement la même chose. Donc oui, ça m'a... C'était pas une thérapie de chipot. Je pense pas que j'ai fait un livre de ce genre-là. Non, rassurez-vous. Mon éditeur me l'a très bien dit. Il n'aurait jamais publié une thérapie. Mais ça m'a donné cet effet-là d'une certaine façon. C'est comme si le livre que j'écrivais, le film de Shining en même temps, était comme un bouclier poreux, parce qu'il pouvait passer des trucs à travers, mais en même temps, ça faisait dévier le mal. Le temps que ça m'a pris à l'écrire, ça m'a fait un grand bien. Puis je pense que je suis passé à travers cette épreuve-là
plus fort, plus solide, et puis bon, ça n'enlève pas l'émotion, mais ça donner un sens à quelque chose qui n'en a vraiment pas. C'est déjà beaucoup. Ah, je pense que oui. Martine Delvaux, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, Golden a eu cet effet pour vous de... Oui, ben moi, en plus, comme j'enseigne la littérature, ben, comme toi, comme vous aussi, je pense. La fiction ou l'art comme médium de la fiction contient un savoir sur la réalité. C'est ça qui est intéressant. Et dans cette perspective-là, il nous dit toujours quelque chose qu'on ne sait pas, ou il nous permet de savoir quelque chose qu'on ne savait pas ou qu'on pensait savoir mais qu'on ne savait pas vraiment. Et j'aime bien cette figure du détournement, avec le bouclier, qui a comme un rebound, ça fait ricochet, si on veut. Ça nous renvoie notre propre image et puis ça nous force à voir le réel d'une autre façon. Donc, il y a toujours un choc. Mais c'est nécessaire. Sinon, je ne sais pas ce qu'on regarde, sinon. Non, c'est sûr. Mais il y a des œuvres qui ont plus tendance à provoquer des chocs en nous. Simon Roy, vous écrivez qu'à votre premier visionnement du film de Kubrick, une brèche venait d'être ouverte dans le ciment de mon confort tranquille d'enfant. À jamais, à jamais, à jamais. Comment expliquez-vous que certaines œuvres, celle-là en particulier, bon, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y a des liens, là, mais certaines provoquent plus. C'est souvent des œuvres sombres aussi, j'ai l'impression. Chez moi, oui, c'est ce que je trouve. Bon, j'aime des livres heureux, mais en général, si je faisais la somme de mon inventaire de mes livres favoris, je vais pas mal aller vers des trucs comme Crime et Châtiment, La Route. C'est pas dans le plus joyeux. Non, vraiment pas. Puis j'ai l'impression que c'est vivre par procuration. En fait, pourquoi les thrillers, les romans policiers, c'est ce qui se vend le plus dans les librairies? J'ai l'impression que les gens sentent cette espèce de bébite, de bête noire, chacun on l'a en dedans de soi. Puis c'est de la vivre par procuration, c'est donc d'aller voir comment d'autres le font. Je ne dis pas que j'ai toute cette noirceur, mais j'imagine s'il doit y avoir quelque chose qui me parle, oui. Sinon, j'irai lire Je visionnerai La Mélodie du bonheur plus souvent que le Shining. Ce qui ne veut pas dire que ça peut pas nous rendre ça peut nous rendre plus heureux quand même. Des œuvres comme The Shining, ou La Route. Ah oui. Mais parce que la beauté en elle-même est incommensurable. La beauté est plus grande que la noirceur qui est racontée. Totalement. Ça, c'est intéressant. Véronique Côté, vous parlez de la beauté noire et dure des catastrophes vers la fin de votre livre. Vous écrivez « Il n'y a pas de poésie dans les cataclysmes, mais il y a un écho poétique qui advient dans le sillage des catastrophes. Elle nous reconnecte à ce qu'il y a de plus humain en nous. » Simon, Martine, croyez-vous aussi qu'il y a dans les œuvres, par exemple de Kubrick et de Golden, que c'est de cet ordre-là, l'espèce d'écho poétique de catastrophe intérieure? Si on pourrait parler de... Question difficile. Oui, enfin, mais pour moi, le choc chez Golden, c'est l'amour, en fait. Okay. Hein, c'est ce qui reste. C'est-à-dire que on pourrait penser que c'est un univers noir, justement, parce qu'il y a, automutilation, femmes battues, toxicomanes, en fait, des vies très, 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 très dures et des vies abîmées. Mais en fait, pour moi, ce qui m'a sidérée, c'est le geste de photographier est un geste d'amour. Et que donc, de regarder la photo, c'est un geste d'amour. Et c'est à ça qu'elle nous reconvoque sans arrêt. Voilà, donc pour moi, la catastrophe, elle est là. C'est une catastrophe amoureuse. Je comprends, oui. Intéressant. Mais vous écrivez aussi, Golden est une sorte de martyr qui sacrifie aux sacrifiés, aux marginaux, qui crée des communautés et réinvente avec elles la famille. Ouais. Puis ça aussi, c'est intéressant, une sorte de renaissance où l'artiste peut jouer un remplacement de la famille. Vous dites que vous êtes comme la fausse petite sœur de Golden à un moment donné. Oui, oui, tout à fait. Oui. En fait, je pense que je me suis... Enfin, bien sûr, dans mon imaginaire, ou dans ma réception de ces œuvres-là, et sans que j'en sois parfaitement consciente, bien sûr, mais je dois m'insérer dans cette famille-là, temporairement. Je me mets avec eux, je suis dans leur... Enfin, je partage les lits, les salles de bain, les tables de salle à manger. Je me mets avec eux. Bien sûr qu'on se réinvente un peu comme ça. Véronique Côté, vous affirmez que la poésie engendre la soif de recommencement. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. La poésie comme une façon de regarder comme un nouveau-né. Est-ce que le choc de l'art ou de la poésie peut nous faire renaître, vous pensez, mais surtout apprendre qu'on peut renaître, qu'il y a cette possibilité en nous, si on le désire, de se faire, de se remettre au monde? C'est une grande commande. C'est une grande commande pour la poésie. Je dois dire qu'en lisant certaines œuvres, des fois, j'ai l'impression de me revoir pour la première fois, comme une première fois. Je ne sais pas si ça fait ça.
Mais l'idée de la transfiguration, je trouve qu'il y a certaines œuvres qui nous transfigurent, c'est-à-dire qui nous font nous voir avec un nouveau visage. Oui, c'est ça. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées. Ou nous perdre. Ou nous perdre, Pour mieux absolument, se en retrouver, littérature. ou pas. Oui, ou Ouais. pas, mais en tout cas, Ouais. sortir de soi. Sortir de soi, Ouais. ça fait beaucoup de bien. Ouais, Je sais pas si ça a rapport avec la naissance. C'est un peu gros comme Oui, mais la renaissance. Mais enfin, une petite... Moi, je le prends au pied de la lettre. Je pense Ouais. que oui. En ce qui Ouais. me concerne, ça a été une renaissance. C'est comme si ma mère me donnait naissance une deuxième fois par ce livre-là. C'est gros, là, mais Oui. je le perçois comme ça. Je suis vraiment descendu creux. Évidemment, bon, il y a des raisons anecdotiques que je n'évoquerai pas, mais ouais, j'ai vraiment gratté creux. Puis, en plus, j'ai écrit ce livre-là dans mon sous-sol. Là. Fait que littéralement, j'étais bas. Et il y a une façon d'émerger de la souffrance grâce à l'art. Moi, ça m'a beaucoup servi. Ouais. Ouais. Mais moi, je me demande si c'est pas un geste d'humilité. Il y a quelque chose de... Enfin, on a tendance à associer l'art, le grand mot, avec l'élitisme. Et au fond, le geste de créer est un geste d'humilité ou même d'humiliation. Tout à fait, tout C'est à se fait. rabaisser, c'est se ramener. Ouais. Enfin, chez Golden, c'est ce qu'on trouve. C'est qu'elle se met tout le temps avec les autres. Il y a une humilité dans ce Tout à fait, geste-là et je non suis pas une d'accord. glorification. Complètement pas. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle discussion. Martine Delvaux, je rappelle que Nal Goldun, Guerrière et Gorgone est publié chez Liotrop. Véronique Côté, La vie habitable, donc chez Documents. Et Simon Roy, Ma vie rouge Kubrick chez Boréal. Merci à vous. merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je remercie la librairie Monet de nous accueillir dans ses locaux. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.